quelque sorte. Mais du coup, la difficulté, c'est de réussir à trouver, voilà, le juste équilibre entre le fait que vous soyez une femme politique, une femme de combat, et là, une femme qui met en scène aussi sa vie, et on va y rentrer dans un instant. Mais du coup, j'ai finalement préféré commencer par votre caractère de femme politique, pour parler de ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, et notamment le verdict hier sur le procès du cardinal Barbarin, condamné à 6 mois avec sursis pour ne pas avoir dénoncé la pédophilie d'un des prêtres de son diocèse. Vous avez aussi témoigné en tant que victime de viol. Ça fait aussi partie des témoignages que vous avez donnés. Comment vous vivez cela ? D'abord, c'est une très très belle décision. Je crois qu'elle est historique, puisque c'est une institution. Alors, il se trouve que c'est l'Église catholique, mais au fond, il y a bien d'autres institutions dans notre pays qui ont du mal à regarder cette réalité et qui protègent les agresseurs, les violeurs. Et donc, c'est une décision historique parce que c'est l'aboutissement d'un combat, celui des personnes qui ont été victimes, des hommes qui ont été victimes, jeunes, et qui ont réussi à parler, à être solidaires les uns des autres et à affronter le regard des autres et à essayer de retrouver ceux qui pouvaient être en justice, puisque vous savez qu'il y avait parmi toutes les victimes beaucoup de faits qui étaient prescrits par la loi. Et je voudrais rendre hommage aussi au travail qu'a fait Ozon dans François Ozon, le réalisateur. Le réalisateur de Grâce à Dieu. Et vraiment, j'invite celles et ceux qui nous regardent à aller voir ce film, parce que précisément, il nous raconte ce silence dans l'Église catholique et le parcours notamment de 3 victimes, d'autres aussi, mais en particulier de 3 victimes. Et je pense que c'est un film qui aide à comprendre ce que ces violences sexuelles détruisent et la façon dont des institutions protège le cardinal Barbarin, qui a d'ailleurs annoncé qu'il allait remettre sa démission au pape. Vous le disiez, pour autant, le prêtre par lequel ce scandale est arrivé, le prêtre lui-même n'a toujours pas été jugé. Il ne le sera peut-être pas vraiment. Il y a un grand nombre de faits qui sont prescrits. Est-ce qu'il faut changer la loi et vite ? C'est l'enjeu de la prescription. Nous avons eu un débat sur ce thème à l'Assemblée nationale dans une loi qui était une loi particulièrement lamentable. J'ai pas d'autres mots, puisque le gouvernement avait décidé que les violences faites aux femmes, et donc faites aux femmes et faites aux enfants, étaient une grande cause nationale. Et puis on s'est retrouvé avec une toute petite souris, c'est-à-dire une loi avec 4 misérables articles. À l'intérieur, il y avait quand même, c'est d'ailleurs le seul point réellement positif de cette loi, une prescription allongée de 10 ans pour des violences commises sur des mineurs. Mais au fond, pour les moins de 13 ans, je crois qu'on n'est pas aller au bout de ce qu'on aurait dû faire, puisque vous savez qu'il y a encore des viols sur mineurs de 13 ans qui ne sont pas prescrits, mais dans lesquels on explique qu'il y a un non-lieu. Donc je crois qu'il y a encore du chemin à faire sur le plan juridique pour protéger les enfants des violences sexuelles. Mais sur la prescription, c'est assez complexe, parce que dès qu'on dit imprescriptibilité, d'abord on se heurte à 2 problèmes. Le problème des preuves, qui est très complexe en la matière. Voilà, en la matière. Et c'est pourquoi pour les enfants, moi, il me semble qu'en dessous de 13 ans, il faudrait tout de même, d'une certaine manière, inverser la charge de la preuve, c'est-à-dire partir du principe qu'il n'y a pas de consentement à un acte sexuel chez un enfant de 13 ans. C'est notre conviction, mais le gouvernement en a jugé autrement, alors qu'il avait dit... On sait que Marlène Schiappa avait dit qu'effectivement elle m'avait répondu, j'avais posé une question au gouvernement, elle m'avait répondu oui, nous allons le faire, et puis au final cela n'a pas été fait. Donc il y a encore à faire en la matière, mais le plus important, je dirais, et c'est ce qui fera bouger aussi la loi, c'est cette prise de conscience, cette honte qui aujourd'hui change de camp, et je crois que c'est une excellente nouvelle. On l'a vu dans un autre registre au Parti communiste, avec cette jeunesse communiste, ces 30 femmes qui ont parlé, et c'est d'ailleurs en politique, pour parler des violences. Comment vous expliquez ce paradoxe qui, en tout cas, qui apparaît comme un paradoxe que un certain nombre d'institutions, puisque c'est le mot aussi que vous utilisez, qui se veulent progressives, qui se veulent pour l'égalité homme-femme, comme le Parti communiste, comme les jeunes socialistes, et tout d'un coup, on se rend compte que c'est des lieux où, en réalité, comme Europe Écologie Les Verts, où en fait l'oppression des femmes, la soumission des femmes, le sentiment de tout pouvoir des hommes a été également dans ces lieux-là extrêmement puissant.
Oui, il l'est aussi à droite, à mon avis, au moins aussi puissant. Oui, mais là, je dis ça simplement aussi sur le décalage avec le message. Ah oui, mais on vit pas hors le monde, hein. Même quand on est profondément attaché à l'émancipation, voilà, comme on est attaché à l'émancipation humaine, que dans tous nos programmes, la question de l'égalité homme-femme est bien couchée sur le papier, et dans la réalité, nous vivons dans cette société où la domination masculine est là, persistante. Et pour arriver à combattre ces mécanismes qui sont profonds, c'est vrai que le fait d'avoir des femmes qui ont une culture féministe, c'est-à-dire une capacité à bien appréhender les problèmes et une certaine radicalité au sens de prendre à la racine les problèmes, la parole émerge plus. C'est pas un hasard si les premiers faits qui ont été mis sur la table viennent d'Europe Écologie Les Verts, qui a une culture féministe depuis le démarrage, ou alors au Parti communiste. Mais ce qui n'a pas empêché... Ou aujourd'hui au Parti quand même communiste. sidérant. Bien sûr que ça n'empêche pas, mais en tout cas, la parole qui émerge, c'est elle. Elle finit par émerger. Elle finit par émerger. C'est pas un hasard si elle émerge dans des formations politiques de gauche qui ont cette culture féministe. Et j'espère que demain, à droite, la chape de plomb qui existe va se soulever, parce que évidemment que ces faits existent malheureusement dans l'ensemble du monde politique comme dans l'ensemble de la société. On va continuer sur la question des inégalités. Vous êtes aussi député La France Insoumise, qui aujourd'hui a un positionnement vis-à-vis notamment du mouvement des Gilets jaunes, de soutien des revendications. On l'apprend ce matin, Nicole Belloubet réplique au jugement récalcitrant des magistrats qui refusent d'appliquer le plafonnement des indemnités prud'homales. Il y a une forme presque de résistance de la part des magistrats qui n'appliquent pas la loi. J'imagine que vous êtes plutôt là du côté des magistrats pour une fois. Oui, bien sûr. Bien sûr, d'ailleurs on s'est battu à l'Assemblée nationale contre la loi travail de ce gouvernement, et en particulier sur le plafonnement des prud'hommes, qui sont un scandale, parce que cela contribue à dédouaner les entreprises quand elles licencient. Mais enfin, comme par ailleurs la loi aide encore plus les grandes entreprises en particulier à licencier, ou que le gouvernement donne des milliards par le biais du CICE aux grandes entreprises sans aucune contrepartie en matière d'emploi. Alors, dans ces cas-là, c'est vrai qu'on a envie de protéger les salariés. On sait aussi la dureté actuelle du marché du travail, avec un chômage structurel et cette angoisse terrifiante de se retrouver avec rien. Moi, en vous parlant à l'instant, c'est vrai que j'ai en tête des cas très précis en ce moment de licenciements collectifs absolument indignes dans des grands groupes ou dans des filiales de grands groupes qui font des bénéfices. On a vu les BIC, on voit Florange, on voit des tas de cas. Moi, j'ai soutenu en particulier les Arjowiggins, notamment. Qui sont en ce moment même en train de voir quel va être leur sort. Hein, exactement. Et l'imprimerie qui pourtant fait des billets, vos cartes grises, donc des entreprises dont on a besoin et qui sont en train d'être dilapidées, peut-être même à des entreprises étrangères comme ADP. Et je veux vraiment accuser ce gouvernement de ne pas avoir de stratégie industrielle et de laisser sur le bord de chemin des salariés qui se retrouvent dans une situation qui est une situation d'une extrême violence, et enchaînent des territoires aussi qui se trouvent laminés. C'est ce que les Gilets jaunes ont bien montré, c'est-à-dire qu'au fond, à une entreprise comme aux inégalités par sociales, exemple, ce sont effectivement des familles entières. Ce sont des familles entières, mais ce sont du coup aussi des territoires qui vont se trouver dans des situations encore plus difficiles pour vivre dans la dignité, tout simplement. Clémentine Autain, je le disais, et on peut faire autrement. C'est ça qu'il faut. Non, mais il faut avoir en tête, il n'y a pas de fatalité à cette situation. Il n'y a pas de fatalité. Aujourd'hui, on est dans un monde où la financiarisation de l'économie s'abat sur ceux et celles qui veulent travailler, quand vous dites, vivre de leur travail. Quand vous dites on peut faire autrement, vous voyez que sur un certain nombre de cas, restons là-dessus, le gouvernement pourtant mouille la chemise, comme on dit. On voit que Bruno Le Maire sur Ford, sur Ascoval. Mouille la chemise. Ça fait penser à la chemise d'Air France quand il mouille la chemise. Attendez. En tout cas, vous pouvez lui faire gré de cela ou non? Pas du tout. Je ne lui fais pas gré de ça. Et en ce moment, l'Assemblée nationale, avec la loi Pacte, vous savez quand même qu'il y a la privatisation d'ADP, qu'il y a je prends ADP parce que c'est tout à fait édifiant, ADP. Aéroport de Paris. Hein. Aéroport de Paris. Je connais bien parce que je suis élue juste en dessous de Roissy. Donc c'est une situation que je connais particulièrement bien. C'est une entreprise qui va bien, qui fait des bénéfices. Pourquoi on la privatise? Et qui en plus c'est la première. Si on privatise que les entreprises qui fonctionnent mal. Mais pourquoi alors privatiser? À quelle fin? À quelle fin? Et comment on va contrôler notre frontière dans un aéroport avec une entreprise qui est privatisée? Pour quelle raison?
Mais vraiment, pour quelles raisons? Vous avez l'air d'avoir la réponse. J'ai plusieurs éléments de réponse. Il y a un élément de réponse qui est la recherche de cash immédiat, parce que les finances publiques, comme on a donné beaucoup par le biais de l'ISF, la flat tax, beaucoup d'argent public a été malheureusement donné à ceux qui n'en ont pas besoin. Donc on cherche du cash à court terme. Ça, c'est la logique du gouvernement. On dilapide sans aucune vision stratégique du point de vue industriel et vraiment c'est gravissime, parce que pour revenir en arrière, bonjour. Et d'ailleurs on le voit parce que d'autres aéroports ont été donnés aux Chinois et c'est une catastrophe. Vous voulez que je vous donne l'exemple des autoroutes? On a privatisé. Qu'est-ce qui est mieux pour c'est plus cher et en attendant Vinci et d'autres s'en mettent plein les poches. Et pour ce qui concerne ADP, oui, j'aimerais qu'on regarde un petit peu plus près sur les raisons qui ont poussé ce gouvernement à privatiser, parce qu'il me semble aussi que c'est pas toujours très net sur des ventes. Je voudrais que vous soyez plus précise là-dessus. J'ai lu un papier de France Culture qui pointe de potentielles rétrocessions, petits arrangements entre amis, donc j'aimerais bien qu'on regarde aussi de ce côté. Vous avez un soupçon sur quel genre d'arrangement? Sur à qui va être donné, de la même manière qu'on a donné les autoroutes à certains. Il y aurait une forme de conflit d'intérêts? Il faut regarder. Je ne peux pas, je n'ai pas d'éléments de preuve, mais je dis faisons attention, regardons, soyons sérieux. Quelles sont les raisons objectives qui poussent ce gouvernement à privatiser en chaîne, alors que ce ne sera pas une amélioration pour les personnes qui sont usagers de ces services. En tout cas, vous faites part de votre soupçon. Qui sont usagers de ces services, ce sera un moins-disant comme on l'a vu sur les autoroutes, que c'est un problème pour ce qui concerne ADP de frontières et donc aussi de la protection et de la vision que l'on a de notre territoire. Et enfin, j'aimerais bien savoir à quelle fin ce gouvernement fait tout ça. 3 petits points, mais on sent bien votre soupçon. Clémentine Autain, je le disais, il y a une forme presque là pas de schizophrénie, mais en tout cas il y a 2 aspects chez vous, cette femme politique et puis celle qui témoigne dans ce livre. On ne peut pas ne pas lire aussi ce livre comme celui quand même de la femme politique que vous êtes. Juste un mot sur cette question des inégalités. Vous les combattez et en même temps vous avouez dans ce livre avec presque une forme de culpabilité que vous avez voulu avoir un rêve de vie bourgeoise, c'est-à-dire vous dites aujourd'hui je vis en banlieue dans une famille recomposée comme on dit avec 4 enfants, le linge de maison est parfumé au lilas blanc, je fais des crêpes et des lasagnes plusieurs fois par an, je réserve mon lieu de vacances d'été dès le mois de décembre, j'adore boire une tisane avant de me coucher, de préférence avant minuit. La description d'une vie bourgeoise calme, celle dont vous avez paradoxalement rêvé. Là, ce dont vous parlez, il n'y a pas que les bourgeois qui se couchent tôt et qui rêvent d'une vie calme, qui peuvent réserver leur lieu de vacances dès le mois. Voilà. Je pense que c'est pas propre à la bourgeoisie, mais ce livre ne parle pas exactement de cette question, mais plutôt du rapport à la norme. Bien sûr. Parce que il se trouve que. Mais vous-même, c'est presque cette culpabilité-là qu'on ressent là, c'est de se dire bon, j'ai eu besoin encore plus que les autres peut-être, vu la souffrance de votre enfance, on va y revenir, d'avoir une vie normée. Oui, c'est plus le rapport à la norme. Alors vous pouvez, on peut dire que la bourgeoisie édicte beaucoup de normes, et donc dans ce point-là, dans ce cadre-là, vous pouvez vous dire que du coup, ce sont des rêves bourgeois. C'est pas complètement faux. La norme qui est édictée par le monde dominant et donc plutôt la bourgeoisie. Je suis d'accord avec vous de ce point de vue-là. En tout cas, l'idée peut-être d'une forme de confort. Oui, de calme aussi, une certaine idée du calme, mais comme je le dis aussi dans ce livre, c'est qu'il y a un leurre, une forme aussi parfois de mensonge il y a parfois des vies bien rangées, bien carrées, qui ne le sont pas tant que ça, parce que dans la bourgeoisie, il y a aussi souvent on cache, on ne dit pas, on ne montre pas, donc c'est plus subtil que ça. Ce qui est sûr, c'est que là vous dites. Voilà, c'est la question, c'est une des questions que je pose, c'est-à-dire que comme ma mère était une femme publique, c'est une des raisons. Donnons Voilà. donc le décor. Ce livre que vous publiez aujourd'hui, c'est la première fois que vous parlez de votre enfance, de votre mère. Votre mère, c'était la comédienne Dominique Laffin. Elle est morte quand vous aviez 12 ans. Et vous racontez une lente descente aux enfers, des situations dans lesquelles vous êtes confrontée, vous, petite fille de 7 ans, qui voyez que votre mère ne prend plus soin de vous, n'y arrive plus, tout simplement. Vous vous retrouvez notamment face à elle qui menace de se suicider. Elle est saoule la plupart du temps et c'est vous qui devez vous occuper d'elle. C'est presque l'inverse de la relation mère-fille. Pourquoi aujourd'hui vous vous adressez à elle? Pourquoi aujourd'hui vous témoignez?
En fait, c'est pas. Je n'y pensais plus, hein, comme je le raconte, c'est-à-dire vous aviez cette histoire-là, décidé de ne plus parler de votre mère, chape de plomb, y compris à vos propres enfants. Exactement, à personne. Et je n'aimais pas même qu'on me parle de l'admiration que des personnes qui l'ont connue ou des personnes qui l'ont vue au cinéma lui portaient. C'est quelque chose qui me dérangeait. Et c'est vrai que mes enfants en particulier, et c'est vraiment une histoire de filiation que beaucoup connaissent, voulaient connaître cette grand-mère et j'arrivais pas à parler d'elle. Et donc j'ai eu envie d'écrire ce livre, aussi pour lui rendre hommage, pour témoigner sur la dureté d'une enfance que connaissent aussi d'autres personnes, hein, l'alcoolisme, la dépression, la chute sévère et puis la mort d'un parent. Donc ça c'est extrêmement douloureux et cette inversion des rôles et qui fait que j'ai nourri une forme de colère vis-à-vis d'elle et sans bien savoir comment me construire avec une mère qui était une mère défaillante et je me suis construite contre elle, d'où ses rêves. Évidemment, elle était pas du tout dans cette norme-là et voilà, et on faisait un peu la vie comme elle Mais vous-même, vous êtes aujourd'hui tiraillée, j'imagine, parce que vous parlez de ce besoin de normes, presque de repos, de vie calme. En même temps, vous êtes insoumise. C'est le titre même de votre groupe. Je ne me sens ni tiraillée ni schizophrène, mais au contraire, j'ai cheminé contre elle et en écrivant ce livre, comme beaucoup de personnes qui ont eu des comptes à rendre avec leurs parents, on se rend compte que aussi il y a quelque chose qui a profondément infusé en moi, et c'est ce goût de la liberté qu'elle m'a transmis. Et ce livre, on est aujourd'hui Journée des droits des femmes, c'est aussi un livre sur comment on fait pour construire la liberté quand on est une femme. C'est ça le sujet du livre. Et donc le rapport aux normes, et donc comment on fait. Et la liberté se construit, la liberté c'est difficile à arracher. Il y a eu des pionnières dans les années 70, dont ma mère faisait sans doute partie, et on a un peu tout mélangé. Et pour autant, elle n'a pas réussi à véritablement assumer son rôle de mère. C'est dur quand on est rebelle, première, insoumise. Je raconte dans le livre qu'elle a par exemple un jour jeté le verre qu'elle avait dans la main, pas simplement l'alcool, mais le verre à la tête d'Alain Delon parce qu'il avait une remarque misogyne. Comme m'a dit Josiane Balasco il y a pas très longtemps, elle me dit mais ça ne se faisait pas, et elle le faisait. Donc elle avait une certaine audace, un culot, une insoumission qui, quelque part, a bien infusé. Mais évidemment, pour l'enfant que j'étais, c'était difficile. Et donc, je me suis construite contre elle en essayant d'avoir une vie plus carrée. Avec d'où la réflexion sur comment on se construit. Voilà, pour être un on a le sentiment du coup que vous réconciliez avec elle aussi à travers ce livre. Mais vous racontez avec les morts. Mais vous racontez des passages, on a envie quand même de les partager là avec les téléspectateurs, les auditeurs. L'une des dernières fois que nous nous sommes vus, vous vous adressez à elle. J'avais 11 ans, j'ai traversé la gare de Lyon avec toi, ma mère, dans un chariot à bagages. Tu étais saoul, tu avais raté les marches de l'escalier en descendant du wagon, tu délirais sur les rails, incapable de te relever. Au fond de moi, l'enfant que j'étais alors et qui poussait sa mère ivre-morte dans un chariot, la honte se disputait soudainement avec l'angoisse. Je ne pleurais pas, j'étais concentrée sur mon objectif, te transporter jusqu'à ton lit. Depuis donc longtemps déjà, le sens de la responsabilité l'avait emporté. Oui, c'est l'inversion des rôles, et qui est difficile quand on est un enfant de devoir s'occuper de sa mère. Et c'est pour ça que j'ai l'impression, en effet, très jeune, d'avoir été confrontée à c'est pas vraiment un choix. C'est un peu marche ou crève, donc il fallait marcher. Donc j'essayais d'avancer et sans doute que ça a construit aussi la personnalité que je suis aujourd'hui. Quand vous disiez, c'est pour ça que je crois pas à une double personnalité à deux facettes, même si quand on est une femme politique, en règle générale, on n'écrit pas des livres sur son histoire, mais je pense qu'on est dans une époque aussi nouvelle, et ce qu'a apporté le féminisme, c'est ce rapport très différent entre le privé, le public, et j'avais, je crois, aujourd'hui atteint un point où c'est possible. Mais c'est pas la première fois que vous témoignez d'ailleurs, parce que vous avez témoigné du viol dont vous avez été victime. Pas de façon intime, je l'ai fait de façon très politique, pas du Alors tout que là, pour le coup, c'est intime. pas un livre politique. Hein, c'est pas du tout. Enfin, après, on peut toujours y trouver évidemment des éléments qui ont à voir avec la politique, parce que c'est une question de liberté qui se pose. Vous disiez le féminisme, vous disiez journée de la femme. On l'apprend en Allemagne, cette journée va devenir un jour férié. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il faudrait que ce soit le cas aussi en France? D'en faire un jour férié, pourquoi pas? Ce serait un joli jour férié. Puis je suis pour davantage de jours fériés, donc pourquoi pas? En fait, vous voyez, belle idée. À chaque fois, c'est quand même aussi la femme politique en plus de la femme, puisque vous êtes effectivement pour la réduction du temps de travail, donc aussi pour les jours fériés. Donc il y a une manière de réconcilier peut-être les deux aspects. Vous parliez des féministes et des combats féministes. Quel est aujourd'hui, à vos yeux, le dernier ou le premier ou la priorité des combats féministes qu'il faudrait mener?
Il y en a. En fait, justement, c'est aussi la façon d'irriguer toutes les politiques publiques avec cet enjeu d'égalité homme-femme, parce qu'il n'y a pas une clé, hein, il n'y a pas une chose magique. Mais je dirais que on a au moins trois problèmes très vite. Le premier, c'est que on se rend compte que le libéralisme économique ne permet pas de faire avancer la cause des femmes et l'austérité budgétaire qui va avec aujourd'hui. Donc la question des salaires. Notamment non, la question des salaires, la question des contrats de travail, la précarité, bien sûr, qui touche d'abord les femmes, et je pense en particulier aux familles monoparentales. Oui. Donc la question des pensions, on en a parlé récemment dans le gouvernement. Attention. Et l'austérité budgétaire, parce que si vous n'avez pas d'argent, vous ne pouvez pas faire de la prévention pour former les personnels qui accompagnent les femmes victimes de violences faites aux femmes. Vous ne pouvez pas vous occuper de l'application du droit à l'IVG, etc., etc. Et enfin, il me semble qu'un des nœuds, puisque vous parliez un des nœuds, c'est le rapport à la maternité. C'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à faire sauter le plafond de verre et à permettre aux femmes et aux hommes de partager tous les temps de la vie. Vous comprenez, tous les temps de la vie. La vie sociale doit être partagée et la vie domestique et parentale aussi. Et donc la puissance publique doit accompagner ce bouleversement historique. Femme politique et désormais écrivain, Clémentine Autain, votre livre Dites-lui que je l'aime, vous vous adressez à votre mère. Merci d'avoir été avec nous ce matin. 8h55, l'actualité continue. RMC, BFM TV.